Il y a deux extrêmes parmi les réponses qu'on peut apporter à cette question. Il y a l'extrémité, disons, à gauche, qui est le scientisme radical, l'idée que seule la science dit le vrai. Et puis l'extrême à droite, ce serait une sorte de relativisme absolu. L'idée que la science est une démarche de connaissance comme les autres, qui n'a pas à se prévaloir par rapport aux autres d'une autorité ou d'une connaissance ou d'un rapport plus fort au vrai. Aucune de ces deux conceptions ne me convient, ce qui fait que je vais tenter ce soir de me situer dans l'entre des deux en proposant une défense non scientiste de la science. C'est une question qui en effet est d'actualité et c'est une question qui touche à l'idée qu'on se fait de la République, à laquelle je suis attaché, comme ça a été rappelé, et aussi à l'idée qu'on se fait de la circulation au sein de la population des idées qui sont considérées, sinon comme vraies, du moins bénéficient d'une véracité plus grande que d'autres formes d'énoncés. Alors, je commencerai par une phrase qu'on doit à un grand philosophe, logicien, je ne sais pas trop comment il faut le définir, qui est Bertrand Russell, grand logicien du XXe siècle, qui a été le professeur de Wittgenstein, et aussi son élève, puisque Wittgenstein n'avait pas beaucoup de professeurs, ou plutôt ses professeurs apprenaient beaucoup de lui. Et il a l'originalité, et je crois que c'est une exception, d'avoir également reçu le prix Nobel de littérature en 1962, ce qui est assez rare chez les scientifiques. Et il disait ceci: le concept de vérité, compris comme dépendant de faits qui dépassent largement le contrôle humain, a été l'une des voies par lesquelles la philosophie a jusqu'ici inculqué la dose nécessaire d'humilité. Ça, c'est une phrase très importante parce qu'elle dit que si on croit à la vérité, alors, non pas simplement au fait qu'elle est accessible, mais si on croit à son existence, alors tous les propos qu'on espère pouvoir tenir à son sujet sont nécessairement humbles. C'est à partir du moment où l'idée de vérité se fane ou même disparaît complètement, qu'on se croit autorisé à toutes les formes de discours. C'est ce qui distingue les menteurs et d'autres personnes qui sont plutôt adeptes dans ce qu'aux États-Unis on appelle le bullshit. On accuse beaucoup Donald Trump de mensonge. Et en fait, c'est pas vraiment qu'il est un menteur, parce qu'un menteur est quelqu'un qui connaît la différence entre le vrai et le faux. Un menteur, il sait qu'il ment. Alors que quelqu'un qui est complètement indifférent à l'idée de vérité, comme semble l'être le monsieur dont je viens de parler, il produit du bullshit. C'est-à-dire il dit des trucs sans aucun souci de l'adéquation de ces choses à l'idée quelconque de vérité. Ce qui est autre chose, si vous voulez. Donc, la première remarque, c'est que le doute et la certitude sont engagés depuis des siècles dans une sorte d'altercation. Ils forment un couple turbulent, mais inséparable, dont les aventures taraudent la réflexion européenne depuis ses débuts. C'est-à-dire que la question entre ce que l'on sait et ce que l'on croit savoir n'a pas cessé de hanter les philosophes, et de Socrate à Wittgenstein que je viens de citer, en passant par Pyrrhon, par Descartes, etc. Les critères du vrai n'ont cessé d'être auscultés et discutés. Par exemple, ce qui est certain, est-ce ce qui a résisté à tous les doutes? Ou bien est-ce ce dont on ne peut pas imaginer de douter? C'est-à-dire, est-ce ce qui est certain, est-ce ce sur quoi on n'ose même pas poser de questions? Ou bien, est-ce qu'on doit considérer que la vérité plane au-dessus du monde, dans une sorte d'empirée des idées supérieures comme chez Platon? Ou est-ce qu'on doit considérer qu'au contraire, la vérité est déposée dans les choses et dans les faits, et il faudrait aller l'y traquer? Est-ce que la science peut aller chercher la vérité? Ou est-ce qu'elle ne fait que tourner autour en se contentant de dénoncer des contre-vérités? Ce qui est déjà bien. Mais dénoncer des contre-vérités, c'est pas la même chose que trouver la vérité. Et donc, ça ressemble à d'aimables et d'inusables sujets de dissertation,
D'ailleurs, dans les questions que j'ai posées, il y en a 2 qui ont été posées au bac. Mais ça ne les empêche pas d'être d'une brûlante actualité, puisque aujourd'hui, on accuse la science d'être un récit parmi d'autres, d'avoir pris le pouvoir grâce à des arguments d'autorité, et non pas parce qu'elle aurait un lien privilégié avec le vrai. Et si je me suis intéressé à cette question, d'assez loin, mais quand même en essayant d'argumenter un petit peu, c'est à cause d'une anecdote que j'ai souvent racontée, mais qui m'a bouleversé, en un sens, intellectuellement. Un jour, je donnais un cours à des étudiants, un cours à propos d'un calcul assez connu d'Einstein en relativité, qui montre que la durée d'un phénomène n'est pas la même pour tous les observateurs. C'est ce qu'on appelle la dilatation des durées. Et c'est bien connu qu'en relativité, la durée mesurée d'un phénomène dépend du référentiel depuis lequel on la mesure. Et si on est en déplacement par rapport au phénomène, la durée mesurée est dilatée par rapport à ce qu'elle serait si on n'était pas en déplacement par rapport à lui. C'est un calcul qui date de 1905 et qui a été objectivé par des milliers et des milliers d'expériences qui l'ont confirmé dans des situations très différentes. Et alors que j'avais terminé ce calcul, un jeune homme a demandé la parole dans la salle, un jeune homme scientifique, enfin qui fait des études scientifiques et qui se destine à une carrière d'ingénieur. Donc c'est quelqu'un qui connaît les équations, etc. Il a pris la parole et m'a dit « Monsieur, personnellement, je ne suis pas d'accord avec Einstein ». Et moi j'étais plutôt content parce qu'il rompait avec une forme de passivité qu'on rencontre parfois dans les cours. Mais je m'attendais à ce qu'il défende une théorie alternative, qui donne des arguments tirés de l'histoire des sciences, par exemple, qui reprennent les hypothèses de Poincaré, ou qu'il propose une nouvelle interprétation de la théorie de la relativité que, d'après la remarque qu'il faisait, il semblait bien connaître. J'avais l'impression qu'il avait étudié la question et attendait la fin du calcul pour me proposer son explication. Et je lui ai donné la parole et il m'a dit « Je ne crois pas à cette dilatation des durées parce que je ne la sens pas. » Alors là, j'ai encaissé le choc. Ce jeune homme avait suffisamment confiance dans ses intuitions et sa subjectivité personnelle pour penser qu'elle lui permettait de contester un résultat que près d'un siècle d'expérimentation et d'objectivation avait permis de valider. Du haut de ses 20 ans, il pensait mieux savoir ce qu'il faut penser du temps qu'Einstein lui-même, qu'il n'avait d'ailleurs pas lu. Je m'en suis rendu compte après. En somme, à ses yeux, les énoncés de la science ne devaient être que des récits comme les autres, en grande partie arbitraires, qu'on peut donc contester en invoquant que son seul ressenti, sans autre forme de procès. Et j'ignorais jusqu'à cet épisode que la subjectivité triomphante pouvait tant peiner à s'incliner devant ce qu'il faut bien appeler l'objectivité scientifique. Enfin, c'était de la subjectivité, mais quand même dopée à une forme de narcissisme assez spectaculaire. Hein. Et c'est là que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe pour que des étudiants aient ce regard critique par rapport à ce qu'on leur enseigne. Et comme par ailleurs se développait dans la société en général, ce qu'on pourrait appeler un populisme scientifique. Ce que j'appelle le populisme scientifique, ce que d'autres, comme Gérald Bronner, appellent le démagogisme cognitif, c'est l'idée qu'on a le droit d'exercer vis-à-vis de toute forme d'énoncé, donc aussi vis-à-vis des énoncés scientifiques, un jugement qui relève de l'opinion. C'est-à-dire, on a le droit de dire ce qu'on pense de toute forme d'énoncé, comme si c'était une affaire de discussion que de déterminer si l'énoncé est vrai ou pas. Et souvent, ce démagogisme cognitif ou ce populisme scientifique s'appuie sur l'invocation du bon sens. Alors, on invoque le bon sens pour contester ce qu'on dit. Par exemple, c'est un épisode qui m'a lui aussi traumatisé, la controverse sur le climat. Ça fait 40 ans que les climatologues disent la même chose, en précisant d'année en année leurs analyses et leurs prédictions. Mais en 2007-2009, pendant cette période, il y a eu un assaut médiatique des climato-sceptiques, dont certains invoquaient des arguments de bon sens. Par exemple, disaient
les climatologues sont des imposteurs. Ça, c'est pas du bon sens, c'est plutôt la conclusion. Les climatologues sont des imposteurs puisqu'ils prétendent prédire le climat dans un siècle, alors qu'on ne peut déjà pas prédire la météo de 15 jours. C'est du bon sens, c'est éloquent, c'est convaincant, et c'est évidemment parfaitement faux. Puisque si c'était vrai, je ne pourrais pas dire qu'à Paris au mois d'août, il fera en moyenne plus chaud qu'au mois de janvier. Or, je vous le garantis. Donc je fais là une prédiction climatique qui va au-delà de l'horizon de la météorologie. Et donc, il me semble que la démarche scientifique, en tout cas je parle de la physique essentiellement, n'a pas été bien comprise. La physique moderne, celle qui commence avec Galilée, disons, au XVIIe siècle, est une physique complètement novatrice qui va rompre avec Aristote en expliquant que les vraies lois physiques sont des lois cachées, pudiques, qui ne se montrent pas dans les phénomènes qui pourtant les expliquent. Et la plupart du temps, ces lois physiques contredisent le bon sens. Elles se baptisent contre l'opinion, dit Bachelard. Et pire que ça, elles contredisent les phénomènes qu'elles expliquent. Comme le dit Alexandre Koyré, grand philosophe des sciences, le pari de la physique depuis Galilée, c'est d'expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire expliquer ce qu'on voit par des lois qui, lorsqu'on les entend pour la première fois, semblent correspondre à des énoncés absurdes, impossibles, antinaturels. C'est donc l'idée que les lois de la nature sont des lois qui nous semblent contre nature. C'est pour ça que Bachelard dit l'esprit scientifique, pour ce qui est de la physique moderne, suppose d'accepter de penser contre son cerveau. Évidemment, on pense toujours avec son cerveau. Mais ce que veut dire Bachelard, c'est que de temps en temps, notre cerveau, qui a été formaté par l'évolution, nous incite à croire vrai des choses qui nous permettent de nous adapter à notre environnement. Mais les choses qui nous permettent de nous adapter à notre environnement sont peut-être des solutions pragmatiques qui n'ont rien à voir avec l'idée même de vérité. Je vous donne un exemple que j'ai déjà cité, je crois, la dernière fois rapidement. La chute des corps. Quand vous faites des expériences, vous faites tomber des corps de masse différentes dans l'atmosphère, vous voyez que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Aristote en a fait une loi en disant plus c'est lourd, plus ça tombe vite. Et Galilée, qui a lu Aristote, se demande si cet énoncé est vrai. Il fait aussi quelques expériences. Il laisse tomber des corps dans la mélasse et voit qu'ils s'arrêtent assez rapidement. S'il les fait tomber dans l'eau, les corps sont freinés, mais moins fortement que dans la mélasse. Et puis si on les fait tomber dans l'air, ils sont moins freinés que dans l'eau. Mais à l'époque de Galilée, on ne sait pas faire le vide. On se dispute même à propos de son existence. Est-ce que le vide existe? Il y a toutes sortes de controverses sur cette question. Et Galilée, alors qu'on ne sait pas faire le vide, démontre que tous les corps tomberaient à la même vitesse dans le vide. Il extrapole les résultats qui viennent des expériences en se disant, mais si les corps tombent dans un milieu où il n'y a pas de résistance, alors ils pourraient tomber à la même vitesse. Et il le démontre en fait en faisant ce qu'on appelle une expérience de pensée, en montrant que si la loi d'Aristote était vraie, alors elle conduirait dans certaines situations à des conclusions absurdes, de sorte que ces conclusions absurdes suffisent à invalider la loi d'Aristote. Et donc la loi de la chute des corps, la première loi de la physique moderne, est une loi qui contredit le spectacle de la chute des corps. Elle dit le contraire de ce qu'on voit quand on fait tomber des corps dans l'air. D'ailleurs, il y a une jolie anagramme qui est que la chute des corps, c'est les mêmes lettres dans d'autres oppositions que hors du spectacle. D'accord ? Donc la chute des corps, la loi de la chute des corps est hors du spectacle de la chute des corps. Et donc si on veut la trouver, c'est pas en la déduisant de l'observation, ou ça n'est pas non plus en invoquant une raison qui serait configurée à l'avance, c'est en essayant de percer l'écran des apparences pour découvrir le fond intelligible que ces apparences nous masquent. Et pour ça, il faut
avoir une forme d'esprit critique, il faut produire des écarts de pensée grâce auxquels le monde va décoïncider de ce qu'il nous montre. Évidemment, tous les gens qui ont fait avancer la physique, les génies dont on connaît tous les noms, Galilée, surtout Einstein et quelques autres, sont des gens qui ont utilisé comme arme rhétorique principale ce qu'on appelle l'expérience de pensée, c'est-à-dire faire une expérience avec de la pensée, et non pas faire une expérience dans un laboratoire. C'est après que les expériences dans les laboratoires deviennent importantes. Mais la première étape, c'est d'essayer d'imaginer ce qu'impliquerait telle ou telle loi physique considérée comme vraie dans telle situation qu'on ne peut pas réaliser mais qu'on peut imaginer. Par exemple, quand Einstein se demande qu'est-ce que je verrais si je me mettais à cheval sur un rayon lumineux, il comprend qu'il est dans une situation bizarre où la lumière est immobile par rapport à lui. Il constate que les équations de Maxwell qui décrivent la lumière ne rendent pas compte de cette possibilité. Il n'y a pas de solution stationnaire, pour le dire autrement, des équations de Maxwell. Donc il se dit, soit on a mal compris les équations de Maxwell, soit elles sont fausses, soit l'expérience que j'ai imaginée est une expérience impossible. Il a 15 ans quand il pense à ça, et 10 ans plus tard, en 1905, il va résoudre la question en inventant la théorie de la relativité restreinte, qui est que justement l'expérience qu'il a imaginée est impossible parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière, pour tous les observateurs. Donc on ne peut pas être immobile par rapport à elle, elle est toujours en mouvement par rapport à soi. Et donc je pense que accepter ces vérités entre guillemets qui viennent de la physique suppose d'admettre que le sens commun, que le bon sens, que l'induction, que la confiance en soi ne sont pas des armes suffisantes pour contester ce que la physique a permis d'objectiver. Simplement, ça suppose d'accepter qu'il y a un écart entre ce que nous pensons spontanément et ce qu'on apprend par d'autres voies que la pensée spontanée. Et j'ai l'impression que c'est cet écart qui est de moins en moins accepté. Et l'autre jour, je voyais un site dans lequel on accusait les scientifiques de participer à un complot mondial pour faire croire au peuple qu'il existerait des objets comme le boson de Higgs, les trous noirs, etc., afin de garder le pouvoir sur le peuple, en inventant des fantasmagories ou bien des lois physiques très compliquées à comprendre qui laissent penser au peuple qu'il est incapable de comprendre au fond ce qui se trame dans ces histoires. Et donc voilà, le statut de la vérité scientifique, ou de la vérité de science plutôt, est ballotté entre les excès simplistes du scientisme. La science dit le vrai et elle dit toujours le vrai. À ce moment-là, on ne comprend pas qu'elle est une histoire. Et puis, les thèses relativistes qui servent de socle à des critiques de plus en plus vives de ces discours. Par exemple, il y a un texte de David Hume, en 1742. David Hume, c'est un philosophe anglais qui a beaucoup réfléchi à cette question de la vérité. C'est une sorte d'épistémologue de la science moderne avant l'heure. Et il disait, et je l'avais cité la dernière fois, il disait que même si un jour le peuple décidait que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, ça ne changerait pas le mouvement de la Terre ni celui du Soleil, c'est-à-dire que ce qui a été considéré comme vrai par les scientifiques demeurait vrai, même si le peuple contestait cette vérité. Et vous voyez que c'est intéressant qu'il ait dit ça, parce que il fait comme si la phrase « la Terre tourne autour du Soleil » était une phrase condamnée à être toujours vraie. Or, après, il y a eu des révolutions comme celle d'Einstein, qui certes n'ont pas montré que cette phrase est fausse, mais l'ont problématisée. Parce que dire que la Terre tourne autour du Soleil, c'est supposer que le Soleil est le centre de l'univers. Et c'est faux. Le Soleil, c'est une étoile assez banale qui tourne autour du centre de la galaxie. La galaxie tourne autour d'autres galaxies. De toute façon, il n'y a pas de centre. Et donc dire qu'un objet tourne autour d'un autre objet, comme si cet objet autour duquel il tourne était fixe, c'est une contradiction dans les termes. Et en plus, la théorie d'Einstein, elle nous dit que tous les référentiels sont équivalents.
ben, j'ai le droit de prendre comme référentiel la Terre. Et si je prends comme référentiel la Terre, c'est bien le Soleil qui tourne autour. D'accord ? En fait, ce que dit Einstein, c'est que les lois physiques sont les mêmes dans tous les référentiels, qu'ils soient inertiels ou accélérés, peu importe. Et donc, simplement, quand vous prenez comme le Soleil comme référentiel, c'est plus simple. Et les trajectoires des planètes sont elliptiques, et le Soleil occupe un des foyers de l'ellipse. C'est plus simple. Mais si je regarde le système solaire depuis la planète Mars, ou depuis Vénus, ou une autre planète du système solaire, vous pourrez voir d'ailleurs ce que ça donne sur Internet, il y a des gens qui ont calculé cela, et bien on voit que ça tourne. Enfin, toutes les planètes tournent autour des autres. Donc, je ne dis pas que la phrase en question est fausse. Je dis qu'il faut la comprendre pour ce qu'elle veut vraiment dire, et le passage de Newton à Einstein pour ce qui est de la description de la gravitation change la façon de dire. Or, la façon de dire est restée la même depuis des siècles, et au point que l'Europe, qui a déterminé 10 questions à poser aux citoyens européens pour voir au cours du temps comment évoluent les connaissances scientifiques des populations, a retenu celle-ci: est-ce qu'il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil? Et je sais qu'il faut répondre oui. Je ne vais pas faire d'histoire. Mais en même temps, voilà, il faudrait retravailler un peu la question. Il y a une autre question d'ailleurs qui me trouble beaucoup, qui a à voir avec notre question de la vérité. Il y a une question qui est: est-ce que l'électron est plus petit que l'atome? Je sais ce qu'il faut répondre. Hein. Pour avoir une bonne note, il faut répondre oui. Mais vous voyez bien que c'est compliqué parce qu'en physique quantique, est-ce qu'on peut décrire ou définir la taille d'un électron? Est-ce qu'on peut définir la taille d'un atome? Un électron, comme vous le savez, il est décrit par une fonction d'état, une fonction d'onde, comme on l'appelle, un vecteur d'état. Et si l'électron est dans son état fondamental, le vecteur d'état ne s'annule qu'à l'infini. Si on mesure la position d'un électron dans un atome d'hydrogène, on peut le trouver à peu près n'importe où. Donc avant qu'il soit mesuré, il a une extension spatiale qui est beaucoup plus grande que l'atome lui-même. Donc vous voyez, c'est compliqué. Alors évidemment, on aurait pu changer la question pour la rendre un peu plus simple. Par exemple, est-ce qu'on aurait pu dire: est-ce que l'électron est un constituant de l'atome? Et là on dit oui. Mais le fait qu'il en soit un constituant ne signifie pas qu'il soit plus petit. Et enfin, il y a une question alors là qui m'énerve, c'est: est-ce que du lait radioactif devient sain quand on le chauffe? Ben, ça dépend à quelle température d'abord. Hein. Donc si vous le chauffez à 100 millions de degrés, il va se passer des choses. Mais j'imagine qu'on veut dire on le chauffe à 100 degrés, quelque chose comme ça. C'est le lait UHT. Mais on oppose sain et radioactif dans cette question. On oppose les deux. Mais vous savez que le lait naturel, celui qui sort du pis des vaches, ben il est radioactif. Parce que tous les corps sont radioactifs. Et en l'occurrence, ce lait contient du potassium 40, qui est radioactif. Non pas parce qu'il a été fabriqué par des centrales nucléaires, mais le potassium 40, qui est présent sur Terre, il vient de l'explosion d'une supernova il y a 5 milliards d'années. Il n'a pas complètement eu le temps de se désintégrer, donc il en reste. Donc c'est du potassium 40 naturel et radioactif. Donc le lait froid est radioactif. Donc si vous posez la question, est-ce que du lait radioactif devient sain quand vous le chauffez? Ça veut dire que quand il était froid, il n'était pas sain. Alors pourquoi vous le buvez? Et est-ce qu'on pourrait éliminer la radioactivité du lait naturel? Oui, je m'égare un peu, mais c'est quand même pas compliqué de trouver des questions qui soient moins ambiguës que celles-là. On a l'impression que c'est des questions qui sont là pour semer la confusion, plutôt que pour éclairer les esprits. En tout cas, je reviens au relativisme, qui est un peu comme le cholestérol, hein, c'est-à-dire qu'il y a le bon et il y a le mauvais, quoi. Et j'essaierai de vous expliquer en quoi je les distingue. Mais par exemple, on entend souvent ces questions adressées aux scientifiques. On leur dit: mais pourquoi vous, les scientifiques, ne respectez-vous pas les autres formes de savoir, les autres démarches de connaissance? Le vaudou ou l'astrologie n'auraient-ils pas leur pertinence? Votre science dite officielle
n'est-elle pas finalement un récit parmi d'autres? Comment pouvez-vous prétendre vous référer à la rationalité alors que les jugements esthétiques et les préjugés métaphysiques imprègnent, sinon votre démarche tout entière, du moins certaines de ses phases? Et votre légitimité que vous considérez comme incontestable est-elle fondée sur autre chose que des effets de pouvoir? C'est des choses qu'on entend dans les débats publics, etc. Et cette façon de considérer le problème me semble bénéficier, dans certains milieux en tout cas, d'une certaine sympathie intellectuelle. Alors pourquoi est-ce que c'est séduisant de considérer que la science est un récit comme les autres, qui a gagné le pouvoir grâce à des arguments d'autorité? Eh bien, parce que, interprétée comme une remise en cause des prétentions de la science, une sorte d'antidote à l'arrogance des scientifiques, elle semble nourrir un soupçon qui se généralise, qui est celui de l'imposture. C'est-à-dire, on accuse les scientifiques d'être des imposteurs comme les autres. Finalement, dit-on, en science comme ailleurs, tout est relatif. C'est d'ailleurs une phrase par laquelle on a résumé la théorie d'Einstein. La théorie de la relativité dit que tout est relatif. Et vous savez que c'est un contresens absolu. Einstein dit le temps et l'espace sont relatifs. Mais il y a des choses qui justement ne changent pas quand on change de référentiel. Par exemple, la vitesse de la lumière. Et donc, la théorie de la relativité, mal nommée, est en réalité une théorie de l'absolu. Et Einstein, d'ailleurs, en 1933, a écrit une lettre dans laquelle il reconnaît que cette appellation, qu'il n'a pas proposée, c'est une dénomination qui a été proposée par Ehrenfest un peu plus tard, lui il n'a jamais appelé sa théorie comme cela, mais il a dit que ça a été un ravage, parce que le fait de l'appeler relativité a servi de caution scientifique au relativisme philosophique. En fait, la théorie d'Einstein, c'est une théorie qui vous dit quelles sont les choses, les quantités, les grandeurs, les constantes, qui ne changent pas quand on change de référentiel. Elles sont donc absolues. En plus, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, si vous dites que tout est relatif, vous prononcez une phrase qui est autoréférente. C'est-à-dire une phrase dont l'énoncé contredit la signification. Car s'il est vrai que tout est relatif, alors il est relatif que tout soit relatif. D'accord ? Donc c'est une phrase qui se plombe elle-même et qui pourtant sert de mot totem pour contester toutes les formes de discours. En plus, ce relativisme, disons absolu, légitime une forme de paresse. Et ce soupçon procure une sorte de soulagement. Dès lors que la science produit des discours qui n'ont pas plus de véracité que les autres, pourquoi faudrait-il s'échiner à vouloir les comprendre, ou même à vouloir les apprendre? Il fait beau, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire? J'ai un étudiant, c'est une histoire vraie, récemment. Vous savez, dans les écoles d'ingénieurs, il y a quand même une compétition entre ceux qui veulent enseigner aux étudiants les théories physiques et ceux plus pragmatiques qui disent qu'il faut leur enseigner l'art de coder, les langages informatiques pour qu'ils aient des métiers plus facilement accessibles et mieux rémunérés. Et un étudiant qui défendait la seconde option, apprendre plutôt des codes informatiques, des langages, m'a dit moi, je n'apprends pas Einstein, j'attends qu'il soit démontré qu'il a tort. Oui, c'est un argument. J'attends qu'il soit démontré qu'il a tort. C'est-à-dire, vous ne croyez en rien, et donc il n'y a rien en quoi vous puissiez vous investir. C'est du temps perdu, il n'y a qu'à attendre. Et donc, ce questionnement profite également, me semble-t-il, du fait qu'on se méfie beaucoup de nos jours du concept de vérité. Et je ne parle pas là des fake news dont on nous parle par ailleurs beaucoup, mais on se demande si le concept de vérité ne serait pas lié au dogmatisme, à l'intolérance. Est-ce qu'il ne conduit pas à juger, voire à condamner tout ce qui diffère? N'est-ce pas en son nom que l'homme a toujours tué? Est-ce que ça n'est pas le concept de vérité qui a servi d'alibi à la violence la plus débridée? Est-ce que ça n'est pas pour défendre la vérité que les Européens auraient massacré les Indiens, mais aussi que ce serait fait la plupart des guerres, des génocides,
de la colonisation, des crimes contre l'humanité, etc. Alors, en effet, on peut se demander si, en découpant la réalité en deux, le vrai et le faux, on ne divise pas ipso facto l'humanité elle-même en deux. D'un côté, il y aurait ceux qui possèdent la vérité, ou qui croient la posséder, et de l'autre, ceux qui sont dans l'erreur, et si, à partir de cette distinction, ne se mettrait pas en place une hiérarchie à l'intérieur même de la communauté humaine. On vit un peu là-dedans quand même, hein, l'idée que certains ont la vérité, d'autres sont dans l'erreur, et ça a pu conduire à certaines entreprises comme justement la colonisation. Moi j'ai plutôt le sentiment que cet argument ne tient pas vraiment, au sens où l'invocation de la vérité qu'on fait dans ce contexte n'est jamais là qu'un habillage, qu'en l'occurrence le désir de tuer est premier, qu'il se manifeste en amont de toutes les justifications qu'on pourrait lui trouver par la suite. Je prends comme exemple celui d'un serial killer. On a rarement vu un serial killer étrangler sa énième victime pour lui imposer son point de vue à propos de telle ou telle controverse scientifique. D'ailleurs, de nos jours, les crimes à mobile strictement cognitif ou épistémologique sont si peu fréquents que rien n'assure qu'un monde intégralement gagné par le relativisme deviendrait du même coup moins violent que le nôtre. On tue quand même assez rarement au nom de la vérité. Alors que disent les scientifiques eux-mêmes à propos de la vérité ? Évidemment, il faudrait que j'en cite beaucoup plus que je ne vais faire aujourd'hui, mais à les entendre, en général, l'objectif qu'ils visent, lorsqu'ils mènent leurs recherches, serait de découvrir, sinon la vérité, du moins des vérités, et d'obtenir, si possible, une représentation adéquate du monde, tel qu'il est en lui-même. Einstein, que j'ai déjà cité par exemple, expliquait sa motivation inoxydable, je le cite, par son besoin irrésistible de s'évader hors de la vie quotidienne, de sa douloureuse grossièreté et de sa désolante monotonie, et d'espérer ainsi découvrir des vérités scientifiques. C'est quand même l'idée que la vie ordinaire est médiocre et par son train-train ne permet pas de découvrir des vérités scientifiques. Et donc si on veut les découvrir, il faut en quelque sorte se mettre à l'écart, s'émanciper de la vie commune, etc. Plus récemment, un physicien américain qui s'appelle Brian Greene, qui est un théoricien de la théorie des cordes, déclarait attendre de la théorie des cordes, justement, qu'elle dévoile, je le cite, le mystère des vérités les plus fondamentales de notre univers. Bon, là, il va peut-être un peu fort, mais on voit bien quand même que détourner les chercheurs de cet idéal régulateur, de cette force motrice, reviendrait à détendre les ressorts de leur engagement, de leur volonté, de leur motivation. Pour espérer avancer, ils doivent impérativement croire, sinon à l'accessibilité de la vérité, du moins à la possibilité de démasquer les contre-vérités. Et sans doute doivent-ils aussi adhérer implicitement à une conception optimiste, selon laquelle la vérité, dès lors qu'elle est dévoilée dans sa nudité, est toujours reconnaissable comme telle. Et si elle ne se révèle pas d'elle-même, croire qu'il suffit d'appliquer la méthode scientifique pour finir par la découvrir. Je pense que être scientifique, c'est penser qu'il existe un chemin, possiblement tortueux, qui permette d'avancer en direction de la vérité. Pas forcément de l'atteindre, mais d'avancer. Par exemple, on peut développer toutes sortes d'arguments pour dire que la théorie d'Einstein de la gravitation est plus vraie que celle de Newton. Je ne dis pas qu'elle est absolument vraie, mais elle est plus vraie. Parce qu'elle a permis, par exemple, de prédire l'existence des ondes gravitationnelles en 1916, qui ont été détectées en 2016, exactement comme elles étaient attendues. Chose que la théorie de Newton ne permettait pas de considérer. Et donc, cette attitude que je résume un peu grossièrement, qui est celle des scientifiques, ne signifie nullement que les chercheurs puissent trouver la vérité, mais au moins qu'ils la cherchent. Et s'ils la cherchent, c'est par définition parce qu'ils ne l'ont pas encore trouvée.
D'où leur air tantôt arrogant, parce qu'à force de chercher, ils obtiennent des résultats, font des découvertes, accroissent leurs connaissances, et d'où leur air tantôt humble, parce que du fait qu'ils continuent de chercher, ils ne peuvent jamais prétendre avoir bouclé leur affaire. Donc c'est ça la science, c'est ça le discours scientifique. C'est un mélange d'arrogance et d'humilité. Prenez la découverte du boson de Higgs, qui personnellement m'a fasciné. C'est quand même une particule qui a été prédite en 1964 par 3 théoriciens, à partir d'arguments mathématiques, assez compliqués mais très élégants. Et ils ont enclenché des recherches qui, 48 ans plus tard, ont permis qu'on détecte cette particule en faisant entrer en collision des protons de haute énergie qui ont recréé les conditions physiques de l'univers primordial et ont permis de sortir cette particule du vide quantique. Et le boson de Higgs qu'on a détecté est celui qui avait été calculé. Ça ne veut pas dire qu'on a décrit la réalité. Ça veut dire qu'on a touché quelque chose qui a à voir avec le réel. Sinon, on ne l'aurait pas trouvé. Ou on aurait vu autre chose. Mais là, il y a une sorte de coïncidence. Vous avez le droit de dire que c'est un miracle. Mais alors, ça fait beaucoup de miracles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait des prédictions qui sont confirmées par des expériences, ça fait un miracle. Mais regardez tous les miracles. Donc le relativisme absolu, celui qui consiste à dire que les théories scientifiques ne sont que des constructions sociales qui n'ont rien à voir avec le réel, ces théories relativistes qu'on peut défendre, beaucoup les défendent, en fait sont des théories du miracle. C'est à chaque fois que ça marche, c'est un coup de bol incroyable. Les ondes gravitationnelles, coup de bol incroyable. Une construction sociale a été confirmée par une mesure qui est d'ailleurs elle-même une construction sociale. D'ailleurs, une fois j'avais fait un débat avec un philosophe ultra-relativiste qui tenait ce genre de discours. Et on a eu une discussion à Toulouse sur ces questions. Le débat s'était passé, disons, poliment, mais il était apparu clairement qu'on n'était pas d'accord. Et les hasards des réservations ont fait que dans l'avion de retour, nous étions côte à côte. Et je lui ai dit, quand même, vous êtes très courageux. Et il me dit, oui, quand on s'exprime en public, on doit affirmer ses opinions avec courage, même lorsqu'elles sont déplaisantes à une partie du public. Je dis, non, c'est pas ça que je voulais dire. Vous êtes courageux parce que vous prenez l'avion. Et là, si j'ai bien compris ce que vous dites, on est en train de voler grâce à une construction sociale. Et non pas parce que les ingénieurs ont compris 2-3 lois sur la dynamique, les phénomènes atmosphériques, etc. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, les relativistes radicaux ne croient pas tout ce qu'ils disent. Ils ont une certaine confiance dans la technologie, dont une partie est basée sur l'identification de lois physiques, qu'on considère comme vraies, sinon on ne prendrait pas l'avion. D'accord ? Voilà, donc dans son élan même, me semble-t-il, l'activité scientifique a partie liée avec l'idée de vérité. Peut-être pas, elle n'a pas forcément partie liée avec la vérité elle-même, mais elle a partie liée avec l'idée de vérité. C'est bien elle qu'elle vise, et non pas l'erreur. Vous n'entendrez pas de scientifique dire « moi je bosse comme un fou là », 60 heures par semaine, pour découvrir des erreurs. C'est l'erreur qui me motive. La détection des erreurs peut motiver, mais pas l'erreur en tant que but. Pour autant, est-ce que le lien entre science et vérité est exclusif ? La science a-t-elle le monopole absolu du vrai ? Serait-elle la seule activité humaine qui soit indépendante de nos affects, de notre culture, de nos grands partis pris fondateurs et du caractère contextuel de nos systèmes de pensée ? Est-ce que la science est capable, en gros, de s'extraire du contexte de son apparition ? Est-ce qu'elle est capable de transcender la culture ? Alors, vous me direz, les Chinois font de la science un peu comme nous,
Et ça veut dire qu'il y a dans la science quelque chose qui est capable de circuler entre les systèmes culturels, même si ceux-ci sont très différents. Reste la question de savoir si lorsqu'un Chinois fait de la science comme nous, est-ce qu'il y met les mêmes représentations que nous? Par exemple, au CERN, où on fait ces expériences de collision de particules, on dit qu'on essaie de comprendre l'origine de l'univers. On essaie de recréer les conditions de l'univers primordial. Et les Chinois qui viennent au CERN disent oui, c'est très intéressant, mais nous, la notion d'origine de l'univers, on ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que l'origine, c'est la transition du néant à l'être. Ça veut dire que ça suppose d'adopter une pensée ontologique. Il y a des choses, il faut comprendre d'où elles viennent. Alors que pour les Chinois, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de substance, il n'y a que des processus. Et ces processus n'ont ni début ni fin. Donc il n'y a pas d'origine de l'univers. Il y a toujours eu quelque chose en process, en évolution. Donc il y a des différences culturelles, même si les équations qu'ils utilisent sont évidemment exactement les mêmes que les nôtres. Alors, quelles sont les parties en présence? Quelles sont les thèses qui, autour de ces questions, essaient de se combattre? Eh bien, il y en a certains qui soutiennent qu'il n'y a pas d'autre saisie objective du monde que la conception scientifique. Il y a évidemment d'autres saisies du monde, mais la seule qui soit objective, c'est la science. Le monde ne serait rien de plus que ce que la science en dit, avec leur symbolisme purifié des scories des langues historiques. Les énoncés scientifiques décrivent le réel. Les autres énoncés, qu'ils soient métaphysiques, théologiques, poétiques ou autres, ne font qu'exprimer des émotions. C'est évidemment parfaitement légitime et même sans doute nécessaire, mais il ne faut pas confondre les ordres. Les métaphysiciens qui s'enivrent de grands mots s'imaginent arpenter un domaine où il en va du vrai et du faux, mais en réalité ils s'égarent, se racontent des histoires et se font des illusions. Aux antipodes de cette conception, qu'on appelle la conception positiviste, d'autres considèrent que la vérité est surtout un mot creux, une pure convention. Elle ne saurait donc être considérée comme une norme de l'enquête scientifique, et encore moins comme le but ultime des recherches. Alors ces philosophes qui défendent ces thèses, on les appelle des vériphobes. Ils refusent de penser qu'il existe quelques démarches de connaissance qui seraient en contact plus étroit avec le monde, qui lui seraient mieux ajustées que n'importe quel autre. Il n'y a que des tentatives très diverses, mais aucune ne réussit. Tout le monde se plante. Il ne reste alors, selon eux, qu'à mettre au jour les véritables intérêts déterminants de la recherche scientifique, intérêts qui se cacheraient derrière les motivations affichées par les différents protagonistes. Et certains sociologues des sciences, radicaux, soutiennent même que le contenu de la connaissance serait créé de toutes pièces par les scientifiques. J'en cite deux, ces deux auteurs américains, l'un qui s'appelle Stephen Chapin, l'autre qui s'appelle Simon Schaeffer. Voilà ce qu'ils écrivent dans un livre intitulé « Léviathan et la pompe à air ». En reconnaissant le caractère conventionnel et artificiel de nos connaissances, nous ne pouvons faire autrement que de réaliser que c'est nous-mêmes et non la réalité qui sommes à l'origine de ce que nous savons. Donc les connaissances seraient intégralement fabriquées sans aucun rapport avec la réalité. En d'autres termes, les théories tenues pour vraies ou pour fausses le seraient non pas en raison de leur adéquation ou inadéquation avec des faits, mais en fonction d'intérêts purement sociologiques, voire moraux ou religieux. Donc ça recouvre ce que je disais tout à l'heure, la science serait une construction sociale intégrale, comme beaucoup d'autres constructions. Mais alors, si on en vient à la physique, on peut essayer de voir si ces thèses peuvent être défendues ou pas. Est-il vraiment concevable que la physique ne se soit développée qu'en fonction de tels intérêts? Bien sûr, et c'est là qu'il y a un beau côté du relativisme. Le relativisme historique montre que toutes sortes d'influences, notamment sociologiques, dans la pratique de la recherche, ne sont pas contestables. Et d'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes le reconnaissent. Einstein, en 1905, où est-ce qu'il travaille? À l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne, ce qu'on appelle un bureau des brevets. Il n'a pas trouvé de poste à l'université, il n'a pas de thèse, il travaille comme ingénieur.
quels sont les brevets qu'on lui demande d'examiner? Eh bien, des brevets électromagnétiques par lesquels certains ingénieurs, suisses et allemands notamment, essaient de trouver un moyen de synchroniser les horloges à distance. Parce que les gens prennent le train, l'heure n'est pas unifiée dans tous les pays. On veut montrer l'unité d'un pays comme l'Allemagne par l'unification de l'heure. L'Allemagne doit être à la même heure partout pour qu'on comprenne que c'est une entité qui est rassemblée, disons. Il y a aussi des considérations militaires, et ça devient une priorité technique nationale. Il faut résoudre ce problème. Assez vite, on comprend que les moyens mécaniques ne conviennent pas, et qu'il faudra en passer par des signaux électromagnétiques. Et Einstein regarde ça. Et c'est en regardant cela qu'il comprend qu'il y a un problème dans l'interprétation qu'on fait à l'époque de l'électromagnétisme, les équations de Maxwell, qui décrivent la propagation des ondes électromagnétiques. Il voit qu'il y a un problème. Et il voit ce problème et le résout par la théorie de la relativité restreinte, qui va affirmer qu'il n'existe pas de support à la propagation de la lumière, cette chose qu'on appelait l'éther luminifère. Il va affirmer que les ondes électromagnétiques, la lumière, se propagent dans le vide, et non pas grâce à un support, l'éther, qui permettrait que cette lumière soit transportée au travers de l'espace. Et ça va évidemment tout changer. Et donc, on ne peut pas nier, et Einstein le dit lui-même, il dit, si j'avais été à l'université, j'aurais été soumis à la pression de la publication, et j'aurais pas eu le temps de réfléchir. Donc il reconnaît lui-même que le bureau des brevets, c'était l'endroit rêvé pour qu'il puisse faire ce type de découverte. Mais il faut remarquer deux choses. Il avait 28 collaborateurs. C'est pas eux qu'on trouvait, c'est lui. C'est que le contexte ne suffit pas. Il faut quand même un génie dans l'affaire. Et le génie, c'est pas un type qui est intrinsèquement génial sur tous les sujets, c'est quelqu'un dont le génie se manifeste à l'occasion d'un problème. Il se trouve qu'Einstein avait un génie très particulier pour résoudre certains types de problèmes qui justement se posaient à son époque. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne serait pas génial. Et ensuite, une fois qu'on a dit cela, est-ce qu'on a le droit d'aller aussi loin que le relativisme radical, qui à mon avis est un mauvais relativisme, c'est pas le bon, contrairement au premier, qui consisterait à dire que la théorie de la relativité ne s'est jamais émancipée de ses conditions d'apparition. Donc ça consisterait à dire que la théorie de la relativité, même en 2019, elle a toujours à voir avec Einstein, avec Berne, avec les problèmes qui se posaient à l'époque, et avec le vocabulaire qu'il a dit depuis cette époque. Moi je pense que non. Je pense que la théorie de la relativité, elle a gagné en véracité tout au long du XXe siècle, parce qu'elle a résisté à toutes les découvertes qui ont été faites depuis. Alors, il y a eu beaucoup de découvertes au XXe siècle, énormément de découvertes, mais il y a eu très peu de révolutions. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a eu énormément de découvertes, très peu de révolutions. Je vous rappelle qu'en physique, il n'y a pas eu de révolution depuis les années 20. C'est-à-dire depuis l'élaboration de la mécanique quantique. Qu'est-ce qu'on savait sur la matière en 1920 par rapport à aujourd'hui? On ne savait rien. On connaissait comme particule le proton, l'électron, pas le neutron, qui n'a été découvert qu'en 1932. Qu'est-ce qu'on connaissait comme interaction fondamentale? La gravitation, l'électromagnétisme, pas encore les forces nucléaires, qui ont été découvertes en 1932. Bref, par rapport à aujourd'hui où nous connaissons les forces nucléaires, les quarks, les leptons, les neutrinos, le boson de Higgs, etc., on ne savait rien. Et pourtant, on a toujours la mécanique quantique. Donc, moi, je considère qu'une théorie révolutionnaire qui a résisté à autant de découvertes a une solidité qu'on ne peut pas contester. Et Dieu sait si les physiciens aimeraient bien trouver des failles dans la mécanique quantique. Mais ils n'en trouvent pas. D'accord? Et c'est ça qu'il faut opposer, me semble-t-il, comme argument à ceux qui nous disent les scientifiques sont prêts à remettre en cause le lundi matin ce qu'ils ont pensé le vendredi soir.
Non, il y a très peu de révolutions. Il n'y a quasiment jamais de révolution. Alors qu'il y a des informations de plus en plus nombreuses. Et donc ça me semble être la preuve, si vous voulez, qu'on touche avec ces théories quelque chose qui a à voir avec le réel. Qui n'est pas une mode, qui n'est pas un paradigme local comme ça pour répondre à une question particulière. C'est quelque chose qui nous permet d'entrer en contact avec quelque chose qui a à voir avec la réalité. Et c'est le mieux qu'on puisse faire. Regardez, il y a quand même des vérités, pour le coup, qu'on aura du mal à concéder dans la suite. Par exemple, la Terre est ronde. La Terre est ronde. Et je pense qu'on continuera à considérer qu'elle est ronde, sauf si elle devient plate un jour. Mais tant qu'elle sera ronde, on dira qu'elle est ronde. L'atome existe. L'atome existe. Il y a encore des questions qu'on se pose autour de l'atome, notamment sur ce qui se passe à l'intérieur du noyau. Mais l'existence de l'atome, c'est bon. Les scientifiques ne sont pas là le matin à se lever en se disant peut-être que l'atome n'existe pas. Non, c'est acquis. C'est acquis. Alors évidemment, au nom d'un scepticisme radical qui serait votre philosophie, vous avez le droit de considérer que l'atome n'existe pas. C'est une construction mentale, une hallucination, même une construction sociale, si vous voulez. Vous avez le droit parfaitement. Mais à ce moment-là, il faut être cohérent. Et considérer que tout le reste est une illusion. En fait, quand vous croisez votre voisine dans l'escalier de votre immeuble le matin, les preuves que c'est bien elle qui est là sont beaucoup moins nombreuses que les preuves qu'on peut apporter à l'existence de l'atome. Et donc ce scepticisme radical qui est défendable d'un point de vue philosophique, si on lui demande d'être cohérent, doit s'appliquer à tous les événements de votre propre vie. Vous croyez avoir vu votre voisine, mais peut-être c'est une hallucination, peut-être vous avez rêvé, comment prouver qu'on n'a pas rêvé, etc., etc. Et donc, il y a, me semble-t-il, un manque de cohérence quand on applique ce scepticisme uniquement aux faits de science et pas aux faits d'une autre nature que celle-là. Alors, ça n'empêche pas que les scientifiques peuvent être pris par des hallucinations, que des phénomènes sociologiques les conduisent dans l'erreur. Il y a beaucoup de cas dans l'histoire. Les avions renifleurs, les rayons N, toutes sortes. C'est-à-dire, on croyait à des choses parce qu'on avait envie d'y croire. Les Allemands avaient découvert les rayons X. Il fallait que les Français découvrent les rayons N à Nancy, pour montrer que les Français aussi pouvaient découvrir des trucs. Bon, les rayons N n'existent pas, les avions renifleurs, ça marche pas. C'était une escroquerie, mais pendant la crise du pétrole, on avait envie de croire qu'il existait des moyens simples de détecter les nappes de pétrole. Et puis dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique, c'est une leçon qu'il a donnée bien avant le prix Nobel, c'était en 1971, mettait en garde ses collègues contre les effets de mode qu'on trouve chez les scientifiques et contre leurs enthousiasmes prématurés. Je le cite, « Il arrive qu'une nouvelle expérience ou une nouvelle théorie soit présentée qui suggère, sans toutefois l'établir totalement, l'existence d'un phénomène insoupçonné, lequel est accepté, magnifié, étendu dans ses conséquences, alors que sa base demeure tout à fait incertaine. Cette déformation mérite le nom, dit-il, d'anamorphose. » Et il en donna un exemple. À la fin des années 60, une équipe de physico-chimistes avait annoncé que l'eau, condensée dans des capillaires ultra fins, avait des propriétés anormales. Son point de fusion et toutes ses autres caractéristiques étaient modifiées. Tout se passait comme si on avait là ce qu'on appelait une super-eau. Plus compacte, plus stable que sa phase usuelle. Dans cette perspective, toute l'eau des océans n'était qu'un fluide instable, prêt à se transformer en super-eau pour peu qu'on le soumît à des catalyseurs convenables. Certains théoriciens de la chimie quantique proclamèrent aussitôt que cette phase nouvelle pouvait être déduite de leurs spéculations et proposèrent des formules. Toute une chaîne d'implications biologiques, médicales ou militaires fut suggérée et pendant plusieurs années, les grandes puissances subventionnèrent des recherches sur la super-eau. Et De Gennes concluait sa leçon de la façon suivante. Il est maintenant certain que cette forme anormale de l'eau n'existe pas et que les observations initiales pouvaient être interprétées par des effets classiques de dissolution et d'interface.
Voilà donc, dit-il, un exemple typique d'anamorphose. Il montre à quel point un mythe peut germer, croître et persister durablement au sein de la communauté scientifique. L'origine du mythe est obscure, toutefois, dans ce cas précis, un détail historique assez étrange doit être cité. Plusieurs années avant les faits, un ingénieur américain avait écrit un roman de science-fiction dont le thème était exactement celui d'une forme plus stable de l'eau avec les mêmes implications. Une telle coïncidence ne pourrait pas être accidentelle. J'incline plutôt à en conclure que le rêve de la super-eau est une forme nouvelle du rêve de transmutation des alchimistes et qu'il reflète une composante constante de notre inconscient. Donc les scientifiques ont un inconscient qui peut les tromper, mais en général, au bout d'un certain temps, la conscience permet de corriger les errances de l'inconscient, même si ça peut prendre du temps. Et on peut, pour aller dans le même sens, considérer que des intérêts d'ordre sociologique peuvent certainement influer sur la direction dans laquelle la physique se développe. Par exemple, la recherche sur l'uranium ou le plutonium a été en grande partie déterminée par des objectifs militaires. C'était ça le but. Est-ce à dire que les connaissances qui ont été acquises par ces recherches doivent être relativisées par le fait que leur but n'était pas fondamental mais militaire? Ben non. Si on arrêtait par exemple de faire des bombes atomiques, est-ce que ça changerait en quoi que ce soit les propriétés connues du plutonium ou de l'uranium? Non. Non. Par ailleurs, pour donner un peu plus de corps au fait que le contexte peut jouer, je vais donner un dernier exemple avant de conclure. Dans les années 30, les Joliot Curie à Paris ont refait une expérience qui avait été faite par un physicien allemand qui s'appelait Bothe. Ils ont envoyé des particules alpha sur de l'uranium et ont vu qu'un rayonnement était émis de nature inconnue et ce rayonnement était capable d'arracher des protons de la paraffine. Donc c'était un rayonnement de nature inconnue qui envoyait sur de la paraffine. La paraffine, c'est une substance très hydrogénée, il y a beaucoup de protons, était capable de mettre en mouvement les protons. Et les Joliot Curie ont publié un article en janvier 1932 à l'Académie des sciences en disant qu'en fait ce rayonnement ne pouvait être constitué que de rayonnements lumineux, gamma, donc de très haute énergie. Et ils prenaient comme analogue l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, vous savez, c'est que vous envoyez de la lumière sur un métal, et si l'énergie de cette lumière est suffisante, les électrons du métal peuvent être mis en déplacement. Si l'énergie est trop basse, si la fréquence est trop basse, ça ne marche pas, il ne se passe rien. Donc il y a un effet de seuil. Et eux se sont dit, mais finalement, puisque là, ce sont des protons qui sont mis en mouvement et non pas des électrons, les protons sont 2000 fois plus lourds que les électrons, donc il faut plus d'énergie. Et donc on a un effet photoprotonique induit par des rayons des rayons lumineux, gamma, donc de très haute énergie. Ils ont publié ça. L'article a circulé dans toute l'Europe. Et assez rapidement, il s'est retrouvé à Rome, dans le laboratoire d'Enrico Fermi, où il y avait un jeune physicien assez génial qui s'appelle Majorana, qui avait tout lu, qui parlait le français, il a lu le papier directement. Et devant tout le monde à la bibliothèque, lisant le papier, il s'est exclamé Stronzi, c'est-à-dire les cons, les crétins, ils ont découvert le neutron sans s'en rendre compte. En fait, l'idée du neutron, qui avait été formulée par Rutherford bien avant, celle de proton-neutre en fait, est une idée qui avait circulé dans certaines zones, en Angleterre notamment, en Italie, en Allemagne, mais pas en France. Et donc, on pourrait dire que les Joliot Curie n'ont pas bénéficié du contexte culturel qui leur a permis de comprendre ce qu'ils découvraient grâce à cette expérience. Eux pensaient avoir découvert un nouveau phénomène physique, alors qu'en réalité, ils avaient découvert un nouveau rayonnement, une nouvelle entité physique, on pourrait dire. Donc vous voyez, le contexte joue et on pourrait multiplier les exemples où c'est parce qu'un chercheur s'est trouvé à un certain endroit, à un certain moment, que la conjonction entre ses idées et un problème est devenue féconde.
Mais, encore une fois, je pense que ce relativisme, qui prend en compte le contexte, doit être atténué par le fait qu'au bout d'un certain temps, les connaissances scientifiques s'émancipent, et c'est en fait assez rapide, du contexte de leur apparition. Et enfin, pour finir, je voudrais juste dire que ce qui fragilise, à mon avis, l'identification des vérités scientifiques et leur prise en compte et leur reconnaissance, c'est aussi le fait que nous avons tous de très nombreuses connaissances scientifiques. Et là, je parle de toute la population. La population a des connaissances scientifiques. Si on prend le petit questionnaire de l'Europe de tout à l'heure, les gens répondent plutôt bien. La Terre tourne autour du Soleil, l'électron est plus petit que l'atome, etc. Nous savons que l'atome existe déjà, nous savons que l'univers est en expansion, nous savons que la Terre est ronde, etc. Donc nous avons des connaissances scientifiques. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que nous avons une très mauvaise connaissance de nos connaissances. Je veux dire par là que nous ne sommes pas capables très facilement de dire ce par quoi ces connaissances, dans l'histoire des idées, sont devenues des connaissances. Autrement dit, on les répète. On répète que l'atome existe parce qu'on l'a entendu dire par quelqu'un, et puis tout le monde le dit, donc on le répète. Mais comment est-ce qu'on a su que l'atome existe? Est-ce que l'atome prédit par les Grecs est celui que nous avons trouvé? Est-ce que l'atome qui a été découvert possède les mêmes propriétés que celles qu'avaient imaginées les Grecs? On dit toujours que les Grecs sont les précurseurs de l'atome, mais en fait l'atome qui existe n'a rien à voir avec celui qu'ils avaient imaginé. Il n'y a que le nom qui est commun, pas du tout la nature ou la structure. De même, on sait tous que la Terre est ronde. Mais il y a une ministre l'autre jour qui s'est comparée à Galilée, qui, paraît-il, a démontré que la Terre était ronde. Donc Galilée, pas Galilée, mais Magellan, est parti sur un disque. Magellan qui part faire le tour du monde, là, il part sur un disque avec la terreur de tomber du bord. C'est quand même assez catastrophique, ça. Donc, le nombre de gens, et je le vois dans les copies que je corrige, qui pensent que c'est Galilée qui a démontré que la Terre était ronde est colossal. C'est environ 30%. Alors, on sait que la Terre est ronde depuis des millénaires. Enfin, Aristote le dit, c'est pas lui qui le démontre, il le sait par d'autres. Il y a les éclipses de lune, il y a toutes sortes de phénomènes. Mais personne n'est capable de raconter ces histoires. Mais si on n'est pas capable de dire comment, dans l'histoire des idées, une connaissance est devenue une connaissance, et non plus simplement une croyance, cela veut dire que nous accordons aux connaissances le même statut que celui que nous accordons aux croyances. Or, les gens qui ont des croyances, et je ne parle pas simplement des croyances religieuses, on a tous des croyances, mais les gens qui ont des croyances à propos de phénomènes autour desquels les scientifiques développent des connaissances sont beaucoup plus militants et prosélytes que les savants. Les climato-sceptiques sont beaucoup plus actifs sur Internet que les climatologues. Les gens qui pensent que Poincaré a été plagié par Einstein pour la relativité sont beaucoup plus actifs sur Internet que les gens qui connaissent la vraie histoire. À savoir que Poincaré avait les équations de la relativité, qu'Einstein n'a donc pas inventées, mais il ne les avait pas du tout comprises. Et donc Einstein, c'est le vrai inventeur de la relativité parce qu'il a compris ce que disaient ces équations. C'est parfaitement clair. Etc. Ceux qui pensent que la Terre est plate, regardez les sites de ceux qui pensent que la Terre est plate, ils ont un nombre d'arguments colossal. Ils ont une réponse à tout, et ils argumentent beaucoup. Et moi j'ai pris conscience, grâce à mes étudiants encore une fois, de ce problème un jour où je les voyais avant un cours discuter entre eux et se moquer de ceux qui pensent que la Terre est plate. Je me suis approché, je leur ai dit, c'est très bien de vous moquer des gens qui pensent que la Terre est plate, mais est-ce que vous sauriez me dire d'où vient qu'on a su qu'elle était ronde? Et là, voilà. Et c'est pourquoi je pense que si nous voulons non pas défendre l'idée que la science dit le vrai, mais si nous voulons défendre l'idée que les scientifiques ont des connaissances qui ne sont pas l'équivalent des croyances, autrement dit, si on admet qu'il y a une différence statutaire entre croyance et connaissance,
nous devons impérativement, si on veut gagner un peu la bataille, accroître notre connaissance de nos connaissances. Pour une raison toute simple, qui ne prévalait peut-être pas dans le passé, mais qui aujourd'hui est massive, c'est que les canaux de communication font circuler en même temps toutes sortes d'énoncés dont les statuts sont différents. Circulent dans ces canaux des connaissances, des croyances, des opinions, des commentaires, des faits, des événements, des fake news, etc. Et comme c'est le même canal pour tout le monde, il y a une contamination de ces différentes choses dont les statuts, pourtant très différents à l'origine, se mélangent. De sorte qu'on en vient à penser que les connaissances sont la même chose que les croyances, ou que les croyances sont aussi des croyances, ou que les opinions sont des arguments, etc. etc. Pour finir, j'entendais l'autre jour un sondage réalisé par un sociologue qui commentait ce sondage, qui a essayé de voir qu'est-ce qui fait qu'on considère, en interrogeant des milliers de personnes, il demandait aux gens qu'est-ce qui fait que vous considérez qu'un énoncé est vrai dans ce que vous entendez dans les médias ou ailleurs. Il y avait donc 10 thèmes à classer, et l'argumentation n'arrivait qu'en 4e position. 4e position. Donc si l'argumentation n'arrive qu'en 4e position, c'est mauvais signe. C'est-à-dire que notre jugement est d'emblée conditionné beaucoup plus par nos émotions, notre intuition, par l'idée que nous faisons de la vérité. Et il y a fort à parier que dans beaucoup de jugements, alors même que nous déclarons aimer la vérité, en réalité, nous déclarons vraies les idées que nous aimons. Nous déclarons vraies les idées que nous aimons spontanément. Et la vérité, peut-être, ne nous intéresse pas vraiment. Peut-être que le cerveau, l'activité psychique, si vous voulez, vise beaucoup plus le confort psychique que la vérité. Et si une erreur nous fait du bien, pourquoi pas? Elle nous fait du bien, c'est sa légitimité. Et si ça nous fait du bien de la considérer comme vraie, pourquoi pas? C'est pour ça que la vérité, c'est quelque chose qui peut-être nous déstabilise, nous met dans une forme d'inconfort, et peut-être aussi que nous n'avons pas envie de la connaître. Renan disait, il se pourrait que la vérité soit triste. Ce que je ne crois pas. Mais est-ce qu'on est vraiment intéressé par la connaissance de la vérité? Par exemple, le boson de Higgs, je reviens toujours à lui. Il est vrai, entre guillemets, qu'il existe. Ah, il n'existe plus dans l'univers, mais on peut le recréer, il est encore endormi dans le vide quantique, si on réchauffe le truc, il ressort. Ça, c'est en quelque sorte prouvé, enfin, c'est du solide. Mais est-ce que ça nous intéresse vraiment? Est-ce qu'on a envie de comprendre? Est-ce qu'on a envie de savoir quelle chose ça change dans le rapport que nous établissons entre matière et masse? En fait, reconnaissons qu'en gros, on s'en fout. En gros, on s'en fout. Sinon, on réclamerait que les scientifiques s'expliquent. Et donc, c'est ça qu'il faut interroger. Il y a un texte de Nietzsche dans son livre Humain, trop humain. C'est un texte d'une page que j'aurais dû amener, j'ai oublié de l'emporter avec moi. Je vais vous dire en conclusion ce qu'il dit. C'est un texte qui s'appelle L'avenir de la science, qu'il a écrit en 1875. Et on a l'impression, en le lisant, qu'il l'a écrit la semaine dernière. Il dit ceci. La science, dit-il, apporte beaucoup plus de joie à celui qui fait de la recherche qu'à celui qui l'apprend. Et il donne l'exemple de la table d'addition. On apprend la table d'addition par cœur. On récite. On récite la table d'addition. Mais quand on la récite, on n'a aucune idée de l'effort intellectuel génial, du saut dans l'abstraction qu'ont produit les premiers hommes, qu'on n'a pas identifiés d'ailleurs, qui ont été capables pour la première fois qu'on pouvait ajouter non seulement des choses, mais des nombres. Dire une pomme plus une pomme, ça fait 2 pommes, ça va. Une chaise plus une chaise, ça fait 2 chaises, ça va. Mais abstraire l'idée de nombre de l'idée de chose,
et dire 1 plus 1, ça fait 2, quel que soit l'objet qu'on met derrière le 1, ça, c'est un truc démentiel. Mais quand on apprend par cœur, on n'a aucune conscience de ce saut. Et donc, la science nous apparaît triste, morne, on récite des choses. Et Nietzsche dit, il va falloir changer ça parce que si on ne le change pas, la science qui ne nous apporte pas de plaisir va être menacée par d'autres systèmes de pensée qui nous apportent du plaisir. Et il cite la religion, la métaphysique et l'art. Il dit donc, l'homme du futur devra avoir 2 cerveaux. Un premier cerveau qui est sensible à la science. Et un second qui est sensible à ce qui n'est pas la science. Il dit ce qui n'est pas la science, l'autre cerveau sensible aux passions, etc., va chauffer le cerveau qui est sensible à la science. Et il dit si on n'a pas les 2 cerveaux, alors on va retomber en barbarie. Pourquoi ? Parce que le goût du vrai, dit-il, disparaîtra à mesure qu'il nous apportera moins de plaisir. C'est une phrase incroyable. Le goût du vrai va disparaître à mesure qu'il nous apportera moins de plaisir. Il dit donc qu'il faudra reconstruire la vérité tout le temps. Retravailler, il cite Pénélope, pas la vraie Pénélope, celle d'Ulysse, et qui va constamment devoir remettre le métier à l'ouvrage, reconstruire ce qu'elle a défait dans la nuit, etc. Et il termine en disant, mais qui nous garantit que nous en aurons toujours la force ? Qui nous garantit que nous en aurons toujours la force ? Par exemple, si la théorie de la relativité n'est plus enseignée, est-ce qu'elle va demeurer vivace ? Ou est-ce qu'elle va être cachée dans des logiciels ou des algorithmes qui permettront de faire les bons calculs ? Est-ce qu'elle sera intellectuellement vivace pour nous, c'est-à-dire fera sens à propos de l'espace et du temps ? Est-ce qu'on pensera à elle quand on pensera à l'espace et au temps, ou est-ce qu'elle sera marginalisée, laissée dans un coin à la périphérie de nos cerveaux ? C'est un peu ça la question, si vous voulez. La question n'est pas tellement de savoir si la science dit vraiment le vrai, mais de savoir si les connaissances scientifiques, avec le statut qui est le leur, ont de la valeur pour nous. Et la valeur d'une chose, quand même, se mesure au prix qu'on est à payer pour la défendre. Donc si on considère que les vérités scientifiques sont des vérités importantes, alors il faut démontrer par notre attitude intellectuelle qu'on les considère comme importantes. Sinon, c'est que ce ne sont pas des valeurs. Et à ce moment-là, il ne faudra pas reprocher aux scientifiques de faire, ou il ne faudra pas réclamer des scientifiques qui ne fassent des activités de recherche que pour provoquer des innovations. Si on considère que la connaissance n'a pas une valeur en elle-même, alors il n'y a qu'à promouvoir l'innovation technologique sans bien comprendre ce qu'on fait. Mais souvenez-vous de la biographie de Zweig, une des biographies qu'il a écrites, en l'occurrence celle de Magellan. Magellan fait le tour du monde, enfin il ne le termine pas parce qu'il est tué en cours de route, mais il tente la chose. Et son but c'était de découvrir le canal, le détroit de Magellan pour ouvrir une route commerciale. Donc le but c'était quand même de favoriser le commerce des épices et d'autres choses. C'était un but pragmatique. Et ce but a échoué. Ils ont bien découvert le détroit, mais il n'a jamais été la route commerciale qui avait été envisagée. Donc l'objectif de Magellan, en fait, n'a pas été atteint. Est-ce à dire que son opération est un échec ? Et Zweig dit non, parce que Magellan a ouvert l'horizon des hommes. Il a ouvert l'horizon des hommes. Et donc si ces découvertes n'ouvrent pas notre horizon, ça veut dire que nous ne rendons pas justice à la valeur que nous leur accordons par ailleurs dans nos belles paroles. Merci pour votre attention.